Ce jour-là, dans le silence poussiéreux du grenier de mon grand-père, j'ai découvert un secret que des milliers de créateurs cherchent pendant des années. Et il n'avait rien à voir avec un algorithme. J'étais sur le point de tout abandonner. Vraiment. Des mois que je créais du contenu, des nuits blanches à analyser des statistiques qui restaient désespérément plates. J'avais tout essayé, les tendances, les musiques à la mode, les formats courts, les formats longs. J'étais devenue une copie d'une copie, ma voix s'était perdue dans le bruit. La passion était devenue une corvée, et le mot viral me donnait la nausée. C'est dans cet état d'esprit, un samedi après-midi gris, que ma mère m'a demandé de l'aider à vider le grenier du grand-père. Un fouillis incroyable, des souvenirs d'une vie. Et au fond, sous une vieille bâche, une malle en bois. Dedans, pas de trésors, pas de vieilles pièces, mais des dizaines de carnets. Des carnets noirs, tous identiques, remplis de son écriture serrée. Mon grand-père n'était ni écrivain, ni artiste, ni créateur de contenu. C'était un ingénieur, un homme pragmatique. Alors par curiosité, j'en ai ouvert un. Et c'est là que tout a commencé. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de 7 astuces pour devenir viral. Je vais vous raconter l'histoire de ce que j'ai trouvé dans ces carnets. Je vais vous partager, étape par étape, la méthode involontaire de mon grand-père pour générer des idées si puissantes qu'elles sont, par nature, irrésistibles. Et croyez-moi, le dernier chapitre est celui qui a absolument tout changé pour moi. Le premier carnet était déroutant. Il n'y avait pas d'histoire, pas de pensée profonde. Juste des questions. Des centaines de questions. Le titre sur la première page était « Le musée des pourquoi ». Il y avait des choses comme « Pourquoi le bâillement est-il contagieux ? Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours rondes ? Pourquoi a-t-on l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant ?» J'ai compris le premier principe. La plupart des créateurs cherchent des réponses. Lui, il collectionnait des questions. Des questions que tout le monde se pose en silence mais que personne n'ose formuler. Il ne cherchait pas la réponse scientifique complexe, il explorait la curiosité elle-même. Le point de départ d'une idée virale n'est pas une affirmation, c'est une interrogation universelle. C'est ce « je me suis toujours demandé pourquoi » que nous avons tous en commun. La première étape, c'était donc de cesser de vouloir enseigner, et de commencer à s'interroger avec les autres. C'est un changement de posture radical. Ne pas être celui qui sait, mais celui qui pose la question que tout le monde a sur le bout de la langue. Mais ce n'était que le début. Le deuxième carnet m'a fait basculer dans une autre dimension. Le titre, le laboratoire des « et si ». Chaque page commençait par ces deux mots magiques. Et si les animaux pouvaient parler, de quoi se plaindraient-ils en premier ? Et si les humains n'avaient pas besoin de dormir, qu'est-ce qu'on ferait de ce tiers de vie en plus ? Et si on pouvait physiquement voir notre chance comme une jauge au-dessus de nos têtes ? Ce n'était plus de la curiosité, c'était de la pure spéculation. Il prenait un concept connu de tous les animaux, le sommeil, la chance et il le tordait avec une seule hypothèse. C'est la deuxième clé, la déformation du familier. Une idée virale prend souvent un élément de notre quotidien et lui applique une règle du jeu différente. Ça force notre cerveau à imaginer, à créer des scénarios. Ça ne donne pas une information, ça ouvre une porte dans l'esprit de celui qui regarde. Et quand on ouvre une porte, les gens ont envie de voir ce qu'il y a derrière. C'est un appel à l'imagination collective. On ne consomme plus le contenu, on y participe mentalement. Le troisième carnet m'a fait sourire. Le titre était « Guide de survie contre les petites contrariétés universelles ». Le principe était simple, trouver un ennemi commun, minuscule et inoffensif, et unir tout le monde contre lui. Il y avait des pages entières sur le mystère de la chaussette solitaire qui disparaît dans la machine à laver, l'art de marcher sur une brique de Lego pieds nus à 3 heures du matin, ou encore cette maudite prise USB qu'on doit toujours tourner 3 fois avant qu'elle ne rentre. C'est le troisième pilier, la frustration partagée. Rien ne connecte plus les gens qu'une plainte commune. En identifiant ces micro-frustrations du quotidien, ces expériences que 100% de la population a vécues, il crée un sentiment d'appartenance instantanée. Ah oui, moi aussi. C'est le commentaire le plus puissant sur Internet. On ne parle pas de politique, pas de sujet qui divise. On parle du couvercle du pot de confiture qui est trop serré.
C'est léger, c'est anodin, et c'est incroyablement fédérateur. Une idée virale n'a pas besoin d'être profonde, elle a juste besoin d'être profondément relatable. Et la frustration est l'émotion la plus relatable qui soit. Et alors que je pensais avoir compris sa logique, le 4e carnet a tout complexifié. Il s'appelait « Les ponts invisibles ». Là, mon grand-père jouait à un jeu étrange. Il tirait 2 mots au hasard dans un dictionnaire et essayait de les connecter avec une histoire ou une logique, aussi absurde soit-elle. J'ai trouvé des associations comme banane et trou noir, machine à café et empire romain, fourchette et conquête spatiale. Ça semblait fou, mais en lisant ses développements, je comprenais. Il expliquait comment la courbure d'une banane pouvait illustrer la distorsion de l'espace-temps, ou comment la logistique pour approvisionner les légions romaines en blé n'était pas si différente de la chaîne d'approvisionnement des capsules de café modernes. C'est la 4e règle, la connexion inattendue. La créativité, ce n'est souvent rien d'autre que ça, créer un pont entre 2 idées qui semblaient n'avoir aucun rapport. C'est le AHA, moment. L'instant où le cerveau de l'audience fait une connexion qu'il n'avait jamais faite avant. C'est surprenant, c'est intelligent, et ça donne l'impression d'avoir découvert un secret. Les idées les plus virales sont souvent à l'intersection de 2 univers que personne n'avait pensé à réunir. Mais la vraie claque, elle est arrivée après. Le 5e carnet était peut-être le plus simple en apparence. Son titre, le décodeur. Il était rempli de jargon. Des termes de mécanique, de cuisine, de médecine, de droit. Et à côté de chaque terme complexe, il ne donnait pas une définition. Il donnait une analogie ultra simple, une métaphore visuelle. Par exemple, pour expliquer ce qu'est un pare-feu en informatique, il avait dessiné un videur de boîte de nuit qui vérifie les cartes d'identité. Pour expliquer la photosynthèse, il avait dessiné une minuscule usine sur une feuille d'arbre qui transforme la lumière du soleil en barres énergétiques. C'est le 5e secret, la simplification radicale. Rendre l'inaccessible, accessible. Traduire le complexe en simple. Les gens adorent apprendre, mais ils détestent se sentir stupides. Quand on leur donne une clé de compréhension, une image simple pour un concept compliqué, ils se sentent brillants. Ils ont l'impression d'avoir percé un mystère. Et ce sentiment de « maintenant j'ai compris », ils ont une envie irrépressible de le partager pour montrer qu'ils ont compris. Le contenu qui nous fait nous sentir intelligents est un contenu qu'on partage. J'étais fascinée. Chaque carnet était une nouvelle couche de compréhension. Le 6e s'est attaqué au cœur du problème. Il s'appelait l'ingénierie des émotions. Ce n'était plus des idées, mais des plans. Chaque page était dédiée à une seule émotion, la nostalgie, la satisfaction, la colère, face à une injustice, l'émerveillement, le soulagement. Pour chaque émotion, il listait des déclencheurs. Pour la nostalgie, le bruit d'une cassette qu'on rembobine, l'odeur de la craie sur un tableau noir. Pour la satisfaction, le son d'un déballage de produits, une image d'organisation parfaite, un avant-après spectaculaire. C'est la 6e loi, et peut-être la plus importante, une idée ne devient pas virale grâce à l'information qu'elle contient, mais grâce à l'émotion qu'elle transmet. Avant même de penser à l'idée, il pensait à l'émotion qu'il voulait provoquer. Le contenu n'est qu'un véhicule. L'émotion est la destination. Les gens oublient les faits, les chiffres, les arguments. Ils n'oublient jamais ce qu'ils ont ressenti. Voulez-vous qu'ils se sentent inspirés? Satisfaits? Indignés? Choisissez une seule émotion et construisez toute votre idée autour de ce but unique. J'ai reposé le 6e carnet. Ma tête tournait. J'avais l'impression d'avoir découvert une carte au trésor. Mais il en restait un. Un seul carnet, tout au fond de la malle. Il était différent des autres. Plus fin. Et il ne contenait qu'une seule phrase, répétée sur chaque page. Je l'ai ouvert, et c'est là que j'ai compris. C'est là que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées pour former l'image finale. Ce n'était pas une méthode pour trouver des idées. C'était une méthode pour les filtrer. C'était la 7e et dernière étape. La plus brutale. La plus essentielle. Après chaque idée qu'il avait notée dans les autres carnets, après chaque question, chaque « et si », chaque connexion, il avait écrit en lettres capitales rouges, comme un coup de tampon final, « et alors ?»
So what? Pourquoi quelqu'un devrait s'en soucier? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ça change pour la personne qui le lit ou le voit? Si la réponse à cette question n'était pas immédiate, simple et percutante, il barrait la page entière dans ses autres carnets. E.T. alors, était son filtre impitoyable. Une idée pouvait être curieuse, drôle, intelligente, bien formulée. Mais si elle ne passait pas le test du « et alors », elle ne valait rien. Elle restait du bruit. Et j'ai réalisé que c'était mon problème. Je produisais des vidéos qui étaient des « quoi ». Mais je n'avais jamais de « et alors ». Je donnais des informations, mais sans impact, sans raison d'y prêter attention. Ce jour-là, dans ce grenier, j'ai compris que le secret pour trouver une idée virale n'était pas dans l'abondance. Il était dans l'élimination. Il n'était pas dans ce qu'il faut faire, mais dans ce qu'il faut refuser de faire. Il faut refuser les idées qui n'ont pas de « et alors » puissant. J'ai refermé la malle, j'ai redescendu les escaliers, mais je n'étais plus la même personne. J'ai laissé tomber toutes les listes de tendances. J'ai pris une feuille blanche. J'ai noté une petite curiosité que j'avais depuis l'enfance, une frustration partagée, j'ai fait une connexion inattendue, je l'ai simplifiée avec une analogie, j'ai choisi l'émotion de l'émerveillement. Et puis, je me suis posé la question. La seule qui compte. Et alors? J'ai trouvé la réponse. J'ai fait la vidéo. Et pour la première fois, les chiffres se sont envolés. Non pas parce que j'avais trouvé un hack, mais parce que j'avais enfin créé quelque chose qui comptait, ne serait-ce que pour quelques secondes, pour les autres. La viralité, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'un processus. Un processus d'empathie, de curiosité et d'une honnêteté brutale avec soi-même. Un processus qui commence toujours par une question et qui se termine toujours par la même. Et alors? Partager avec quelqu'un qui veut se lancer. N'oublie pas de t'abonner.